80 000 francs. Il y a 20 ans. Avec un pouvoir d'achat plus élevé que le cacao qui nous a été proposé durant le dernier accord que nous avons refusé, 500 francs. Nous sommes les plus faibles. Après des mois et des mois de discussion, non pas seulement au niveau du marché commun, mais il s'agit d'un problème mondial, donc au niveau de la CUNCED. Nos propositions ont été refusées. Les grands courtiers ont imposé leur prix. Houphouët-Boigny était-il un visionnaire? Avait-il prédit l'avenir de l'Afrique? La suite de cette vidéo sera la réponse à ces interrogations. Le feu Félix Houphouët-Boigny avait prononcé un discours visionnaire concernant les matières premières tout en revendiquant de meilleurs prix d'achat du cacao et du café devant le président français d'alors. Devant une assemblée attentive à ce discours, il a mentionné qu'il était difficile, voire même impossible pour les pays producteurs de matières premières, tels que la Côte d'Ivoire, de fixer le prix des matières premières convenable au bon fonctionnement ou à la satisfaction des États producteurs et de ses braves paysans. Dans ce discours, l'on sentait dans son regard, dans son langage verbal et facial, son amertume et sa volonté de pouvoir imposer le prix d'achat du cacao et du café face aux grands courtiers qui avaient un veto sur le prix de ces différents produits, devant lesquels il n'y peut rien si ce n'est que des mots à dire. Comment est-il possible que ce soit un acheteur qui impose son prix d'achat d'un objet ou d'un produit fabriqué par un inventeur? Comment cela peut-il arriver si ce n'est dans le cas d'espèce pour les pays africains qui sont la plupart du temps producteurs de matières premières? Est-ce aux consommateurs africains d'imposer leur prix d'achat à la pomme de terre venue de l'Europe? Il appartient à chacun d'entre nous de répondre à ces différentes interrogations. Certes, le cacao et le café ne sont pas des produits d'ingénierie technique, mais ils sont des produits obtenus contre des travaux champêtres, laborieux et pénibles. À l'heure où je tourne cette vidéo, le café et le cacao sont encore achetés à des prix dérisoires à comparer au prix de la matière brute sur le marché international. Encore faut-il remarquer que le cacao et le café ivoirien ne peuvent se vendre aux pays voisins. Cela est dû au fait que ces deux produits ne doivent pas aller du sud du pays vers le nord, mais vers les ports de San Pedro et d'Abidjan pour les exporter avec des bateaux à des milliers de kilomètres à travers la mer pour les pays occidentaux, car ce sont eux les vrais possesseurs de l'or brune. Les produits tels que la banane, le piment, l'avocat, l'orange peuvent être vendus aux pays voisins, mais ce n'est pas le cas pour le cacao et le café. L'une des preuves de ce que j'avance, c'est que le 7 octobre dernier, les autorités ivoiriennes ont saisi 33 camions transportant du cacao vers la Guinée voisine. Les firmes européennes imposent encore les normes à respecter par la Côte d'Ivoire, sinon les sanctions sont appliquées. Revenons au discours du premier président ivoirien. Houphouët n'a manqué d'attirer l'attention des partenaires européens face à la crise imminente qui arrivera si les partenaires européens continuaient à exploiter les ressources naturelles africaines en les achetant à vil prix. 80 000 francs. Il y a 20 ans. Avec un pouvoir d'achat plus élevé que le cacao qui nous a été proposé durant le dernier accord que nous avons refusé, 500 francs. Nous sommes les plus faibles. Après des mois et des mois de discussion, non pas seulement au niveau du marché commun, mais il s'agit d'un problème mondial, donc au niveau de la CUNCED. Nos propositions ont été refusées. Les grands courtiers ont imposé leur prix. Qu'est-ce que nous leur avons demandé à partir du moment où eux-mêmes
ont fixé un prix qui ne rémunère pas le travail du paysan. Que ce prix minimum nous soit garanti durant une campagne. Et le drame que nous vivons, pendant encore longtemps, nous serons obligés de confectionner nos budgets, d'assurer donc le fonctionnement de nos États à partir des recettes d'exportation de nos matières premières. Je prends un exemple. La Côte d'Ivoire est parvenue à un tonnage global de près de 800 000 tonnes entre le cacao et le café. Il y a 2 ans, on nous payait au minimum 1000 francs le kilo, soit une recette de 800 milliards. Brutalement, on nous réduit de moitié et nous perdons 350 à 400 milliards. Quel est le pays industrialisé qui, voyant ses recettes diminuer de moitié, pourrait fonctionner sans qu'il y ait de plus grave ne se produise dans le pays? Voilà la situation. Quel remède? Nous dénonçons à longueur de journée cette situation que nous impose non pas des gouvernants, des responsables, mais le monde économique et financier puissant, apparemment irresponsable. Nous ne faisons que pleurer. Je ne sais pas si on essuiera nos larmes, mais nous avons trouvé beaucoup de compréhension auprès du président de la République française. Mais je vous dis, pour terminer, nous n'envisageons qu'une seule solution. À terme, tant que nous continuerons à vendre de minerais de fer, de bauxite, de cuivre, tant que nous continuerons à vendre des produits agricoles bruts, nous subirons la loi des intermédiaires. Nous demandons aux pays industrialisés, notamment à la France, de servir d'intermédiaire, d'avocat auprès des autres Européens. Parce que quand on parle nord-sud, c'est bien l'Europe et l'Afrique. Nous leur demandons de nous aider à former nos cadres. On parle de transfert de technologie. Nous refusons ce terme. On n'a jamais transféré la technologie. On n'en a pas transféré au Japon. On forme les cadres techniques, scientifiques qui, sur place, transforment leurs matières premières. Alors, voyez-vous, nous sommes extrêmement patients, mais des patients actifs. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, qu'est-ce 40 ans dans la vie des peuples quand le monde compte des milliards d'années d'existence? Nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Quand nous aurons à discuter en ce temps-là, quand ils auront à discuter en ce temps-là du coût de l'acier, non pas de minerai de fer, bien alors, il y aura un langage qui sera compris, le langage de l'intérêt commun. L'Europe doit comprendre la nécessité d'aider l'Afrique. Il va de la survie de l'Europe et de la vie de l'Afrique. Il y a une nuance. Je continue à me battre pour faire comprendre à nos partenaires européens que la lutte finale, si lutte doit être finale, ce ne serait pas avec des fusées. Ce serait sur le plan essentiellement économique. Et l'Europe n'a pas de matières premières. Les Américains en ont, mais pas en quantité suffisante pour en céder à leurs frères et leurs alliés européens.
L'Asie, la question n'intéresse pas, je ne vais pas rentrer dans certains secrets, dans certaines confidences. Mais l'Asie, même si elle avait des matières premières, le chiffre de la population est tel qu'elle ne pourrait pas, l'Asie ne pourrait pas couvrir ses propres besoins. L'Amérique latine, c'est la situation qui prévaut depuis des siècles dans cette partie de l'Amérique. Victime aussi de l'exploitation de mêmes groupes économiques financiers puissants ne peuvent venir au secours de l'Europe sur le plan des matières premières. Il n'y a que nous, l'Afrique, de loin, le grand propriétaire des matières premières. Nous recelons. L'Afrique n'est pas suffisamment prospectée. Mais on peut admettre sans crainte de moindre démenti que nous sommes les premiers pour le faire, les premiers pour les bauxites. Quand on pense qu'en Guinée, il y a des siècles de réserves de bauxite, le manganèse, l'uranium, l'Europe a besoin de ces matières premières pour donner du travail à ses hommes, à ses ouvriers. Imaginez-vous la pauvreté se généralisant, la révolte des jeunes exploités par d'autres. Permettez-moi de ne pas aller loin dans ma pensée. Et si ces matières premières ne parvenaient pas un jour à l'Europe, vous voyez, notre ami à faire face à 1 million ou 2 millions de chômeurs, et ce n'est pas facile de régler cela, malgré leur bonne volonté, ils y arriveront. Mais si l'Europe venait à être privée de matières premières, c'est le chômage généralisé et qui conduira où, vous le savez vous-même. On n'aura pas besoin de tirer un coup de fusil. Voilà ce que nous nous évertuons à faire comprendre à nos frères européens. Nos intérêts sont solidaires. Il faut qu'ils nous aident à nous développer. Vous avez parlé de l'autosuffisance alimentaire. Nous en sommes conscients. Vous croyez que c'est de gaieté de cœur que nos frères tendent la main chaque année pour une aide alimentaire? Ils sont très dignes, mais ils n'ont pas le choix. Je l'ai dit en Côte d'Ivoire, et c'est la pensée du jour qu'on récite chez moi: l'homme qui a faim n'est pas libre. Et c'est vrai. Nous avons quitté la dépendance coloniale. Mais après 20 ans, nous pouvons faire le point. Pour l'essentiel de notre existence. Pour la nourriture, pour beaucoup. Pour nos soins médicaux. Pour notre éducation. Bref, pour tout ce qui permet l'épanouissement de l'être humain, nous sommes obligés, il faut le reconnaître, de nous adresser à nos anciens colonisateurs. Vous ne croyez pas que nous soyons conscients de cette triste situation? Nous voulons nous évader de cette situation-là et nous demandons à ce qu'on nous aide. Nous avons des hommes qui veulent travailler parce qu'il est nécessaire pour eux, pour leur existence, pour leur vie et même peut-être survie, de travailler. Mais il faut qu'on nous aide. Nous ne demandons pas l'aumône. Nous ne sommes pas une sorte de mer morte qui reçoit l'eau du Jourdain sans rien laisser passer. Voyez-vous, nous parlons avec beaucoup d'images. Et voudrez-vous que je vous dise ceci pour conclure? Chez nous, on dit qu'il faut que vous nourrissiez votre enfant jusqu'à ce qu'il ait poussé des dents, afin qu'il vous nourrisse quand vous aurez perdu les vôtres. Nous pouvons constater aujourd'hui que le discours du premier président ivoirien était à la fois un cri d'alarme et de vision sur l'avenir si les thèmes et les aboutissants des contrats de négociation des prix d'achat des matières premières africaines continuaient d'être défavorables aux Africains.
Après plusieurs décennies, nous pouvons conclure que le vieux a été visionnaire dans ses déclarations car les Africains ont commencé avec la plus grande énergie à vouloir imposer leur veto sur les prix d'achat de nos matières premières. Ces Africains n'ont plus peur de leurs anciens maîtres. La fermeture de la firme française Orano le 20 juin 2024 au Niger pour l'exploitation de l'uranium est une preuve parmi tant d'autres. Face aux collabos et aux barons de la France-Afrique, ils revendiquent non seulement l'achat des matières premières à des prix beaucoup plus alléchants, mais aussi leur volonté manifeste de les transformer sur place afin d'apporter de la valeur ajoutée et une plus-value à ces matières premières. Il n'y a pas que la valorisation et la transformation des matières premières qui sont les préoccupations premières de cette nouvelle génération d'Africains. Cette nouvelle génération veut arracher sa liberté, son émancipation et son indépendance totale. Nous observons de plus en plus des hommes et des femmes sur les réseaux sociaux tenir des discours et des propos engagés qui émanent de leur volonté réelle de quitter sous la tutelle des anciens colons pour enfin vivre une nouvelle vie dans une nouvelle Afrique où règne la paix, la sécurité sociale, le développement réel, l'autosuffisance alimentaire et la création de nouvelles opportunités à la jeunesse africaine. Parmi ces personnes qui s'expriment sans filtre, nous pouvons citer quelques-unes pour cette vidéo. Nous avons Kémy Séba, Niamsi Franklin, Mamadou Koulibaly, l'infatigable Nathalie Nyam, Alain Foka et les dirigeants de l'AES dont le plus virulent est le capitaine Ibrahim Traoré. Avec ce monsieur, nous avons l'impression que Thomas Sankara est ressuscité. Il tient des discours dans lesquels il s'exprime sans réserve et sans langue de bois. Il suscite l'engagement et le soutien de toute une génération de jeunes, pas seulement la jeunesse burkinabé, mais la jeunesse africaine tout entière. Il met à nu les menaces de l'impérialisme face à la volonté de plus en plus grandissante des Africains de prendre leur destin en main et de construire une nouvelle Afrique et garantir l'avenir des générations futures. Il y a trois mots, trois grands vices qu'il faut bannir de nos comportements et de notre vie. Je parle de la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. Il faut bannir ces trois mots de notre mode de vie. Et je m'en vais vous expliquer pourquoi. La lâcheté recouvre beaucoup de vices. Un lâche a toujours peur. Et lorsqu'on a peur, on devient un esclave. On se plie. On lèche les bottes. Nos ancêtres n'ont pas été lâches. Et si nous sommes lâches, nos enfants vont nous poser des questions. Imaginez qu'au Burkina, nous refusions de nous battre et nous acceptons de nous soumettre, de vivre l'esclavage. Demain, nos enfants grandiront. Ils se poseront des questions. Nos parents ont-ils été des lâches pour nous laisser dans l'esclavage? Que nous soyons vivants ou morts, nous allons le ressentir. Le lâche a peur et les impérialistes ont compris, ils essaient de faire peur aux leaders pour que vous soyez des lâches. Parce que quand vous êtes un lâche, tous les autres vices peuvent naître. On fait tout pour que nous ayons peur. Ils viennent dans nos palais, ils nous menacent directement ou des menaces voilées. Bien sûr, nous répondons comme il le faut. Ils essaient de nous faire comprendre. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Kadhafi a essayé comme ça, il est où? Il est mort. Voilà des propos qu'on nous tient de manière voilée pour nous faire peur.
Et pire, nous voyons aussi souvent certains jeunes essayer d'emboîter le pas d'une autre manière. On peut les entendre dire « telle personne a régné ainsi, il est à la CPI. Telle personne a régné ainsi, il est en prison. » Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase. Ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons notre lutte. Ils ont fait peur sûrement à beaucoup de chefs d'État africains. Vous voyez, souvent quand on s'exprime ou lorsqu'on a l'occasion d'être dans certaines situations à l'extérieur, nous tenons souvent des propos pour interpeller les chefs d'État africains pour qu'on se réveille, prendre soin de notre jeunesse pour pouvoir amorcer notre développement réel. Nous sommes souvent mal compris. Certains ont riposté publiquement à nos propos parce qu'ils se sentent indexés. Mais je peux vous assurer, jeunesse, que lorsque nous nous retrouvons dans les couloirs, ces mêmes chefs d'État nous disent « Vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse s'en sortir. » Alors, nous leur posons des questions à savoir pourquoi vous ne faites pas comme nous, pourquoi vous ne nous accompagnez pas. Certains nous disent qu'ils ont les mains liées, certains nous disent qu'ils ne peuvent pas. Chers aînés, chefs d'État africains, du haut de cette tribune, donc, je souhaiterais dire que les peuples africains sont les peuples les plus pacifiques. Lorsque vous reconnaissez un tort, il faut le dire au peuple. Que nous n'ayons pas peur demain de sortir et dire au peuple, nous nous excusons, nous avions été compromis, nous avons des biens mal acquis, on nous a compromis par plusieurs choses et que nous demandons pardon et nous revenons sur la bonne voie. Et de commencer à travailler réellement pour l'indépendance de nos États et notre émancipation. Et je pense que c'est possible. Si nous restons dans cette posture de peur, nous serons lâches et l'histoire nous jugera. Nos enfants poseront des questions, nos petits-enfants poseront des questions. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je veux parler des Camerounais. L'Union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Mais ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises en son temps ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, des hélicoptères, ont anéanti des villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période. Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le bac à ciment. Des centaines de milliers de populations ont été décimées ainsi en Afrique parce qu'ils ont osé demander aux colons de quitter leurs terres. Ça a abouti à une guerre civile qui a duré plusieurs années. C'est pour dire que des gens ont osé, ont affronté à main nue les impérialistes pour que nous soyons là. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas affronter les impérialistes pour que nos générations à venir puissent vivre. Il y a beaucoup d'exemples à travers l'Afrique d'hommes courageux qui ont refusé d'être lâches, qui ont combattu, qui ont fait face. Eh bien, soyons dignes de ces gens. Nous sommes leurs descendants et soyons dignes d'eux. Un lâche ne peut pas être digne. Ne soyons pas lâches, jeunesse africaine. Parce qu'un lâche est toujours un traître. Et ça va de pair.
Ils essaieront de nous faire peur pour que nous soyons lâches. Et si nous sommes lâches, nous allons trahir. Il faut bannir la traîtrise de nos habitudes. Des Africains ont été traîtres pour que la traite négrière réussisse en Afrique. C'est parce que des Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Interrogeons l'histoire, nous le verrons. Lumumba, Patrice Lumumba a été trahi parce qu'il a osé tenir tête. Et ces mêmes télévisions belges sont venues au Congo pour quelques billets tendus à des individus au Congo pour une interview pour contenter leur population. Et vous avez pu suivre ça. Lumumba nous dérangeait. Il est mort, on est content. C'est de la traîtrise. Beaucoup d'autres héros sont tombés pour que nous soyons là aujourd'hui. Et c'est une technique de l'impérialisme, de faire peur aux autres en menant des actions pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Biakaboda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il était un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal, je crois. Il est venu médecin en Guinée et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Biakaboda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-ils fait? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boisflé. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est têtue, les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé et ils l'ont dit: si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Et je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. Si vous avez peur, vous serez lâche et vous serez traître. N'ayez jamais peur. La lutte doit continuer. Il y a beaucoup d'autres exemples à travers le monde. Et il y a ce phénomène qu'ils ont aussi utilisé depuis belle lurette et qu'ils continuent d'utiliser. Voyez-vous, certains individus, par exemple, se sont retrouvés dans d'autres pays et créé, soi-disant, un gouvernement parallèle au gouvernement du Mali. Vous avez entendu cette histoire. Ce n'est qu'une technique qui a existé dans le temps. Je vais vous prendre l'exemple de Ahmed Chalabi, l'Irak. Ce professeur de mathématiques qui a même été dans le gouvernement irakien a été récupéré par les impérialistes et il a formé ce semblant de gouvernement parallèle à l'Irak, aux États-Unis. Et on l'a utilisé pour être donc le mouton de sacrifice. Parce que c'est à lui qu'on a dit de prononcer publiquement que Saddam Hussein développait des armes de destruction massive. Et il l'a fait. Ils l'ont utilisé. Et cet alibi a été utilisé
pour tuer des millions d'enfants en Irak et détruire l'Irak. Et vous savez quel a été le sort de Chalabi? Un soir, après une interview, dans l'interview, il disait même qu'il sait que la CIA est sur son dos. Quelques heures après, il a été retrouvé mort dans son lit, mort de crise cardiaque. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard, vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Le troisième vice que je vous invite à vous départir, c'est l'incompétence. Ah, je reviens encore au mot du slammer qui a marché sur ma langue. L'incompétence, vous comprendrez de quoi il s'agit. L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Les incompétents n'aiment pas ceux qui sont compétents. Ils n'aiment pas ceux qui innovent, ceux qui cherchent. Les incompétents sont dangereux. Lorsque vous êtes éclairé, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle parce qu'il a peur de celui qui est compétent. Cherchez la connaissance. Cherchez la connaissance et travaillez. Travaillez dur pour être compétent. Bannissez l'incompétence. Parce que, à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Je vous prends un exemple. Les réseaux sociaux sont les lieux de publication des informations aujourd'hui. Les gens s'informent à travers Internet et beaucoup de choses. Un jeune qui publie sur les réseaux sociaux un article sur sa ferme ou un projet agricole ou un projet scientifique, je suis jeune, je connais les termes. Il n'aura pas peut-être 1000 vues. Mais un jeune qui publie sur des futilités, ce que moi j'appelle du n'importe quoi, il a des millions de vues. Justement, comme disait le jeune slammer, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Prenez conscience, intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance, cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien, mais on doit travailler d'abord, avant de se distraire. Cherchez la connaissance, sinon vous perdrez du temps à ne rien faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction. Ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormis, on choisit les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents, cherchons la connaissance. Les incompétents se cachent souvent derrière des mots. Ils emploient les termes de démocratie, de liberté, sans se rendre compte de quoi il s'agit. Camarades, la démocratie est un état d'esprit, autant que la jeunesse est un état d'esprit.
ces soi-disant démocrates, mais regardez le monde. Comment est-ce qu'on peut vouloir imposer la démocratie en tuant des millions de personnes? C'est de la dictature, ça, ce n'est pas de la démocratie. Ça ne s'impose pas. Ceux-là qui se disent démocrates, mais regardez, nous avons vu des scènes où on a empêché des gens de rentrer dans des assemblées. On a vu des scènes où des forces ont débarqué dans des assemblées pour obliger les députés à prendre des textes. On a vu des scènes plus terribles que ça, où les gens tuent leurs manifestants. Mais eux, ils s'appellent démocrates et nous, on nous appelle donc des putschistes. Si c'est ça la démocratie, je répète, nous ne voulons pas de cette démocratie. Et quand vous voyez souvent les incompétents, ils ne cherchent pas à savoir quelle est la signification du mot démocratie en réalité. Ils s'accrochent juste à la définition qu'il lui a donnée l'impérialisme et il se met à parler de démocratie sans réellement connaître le fondement. Ça, c'est de l'incompétence. Il faut chercher à connaître, avoir la connaissance, regarder le monde pour redéfinir la démocratie telle que nous le voulons en Afrique. Les incompétents se cachent derrière les libertés. Retenez une chose, il n'y a pas de liberté individuelle qui existe. C'est un fait. Vous pensez vraiment que chacun est libre? La liberté est collective. Tant que nous vivons dans une société avec des règles, la liberté est collective. Parce que si vous ne respectez pas les règles, vous ne pouvez pas vivre dans la société. Si vous êtes libre de parler comme vous voulez, l'autre aussi est libre de vous répondre comme il veut. Ça sera du désordre. Si vous êtes libre de rouler dans la rue et de passer le feu au rouge comme vous voulez, l'autre est libre de passer aussi et de vous cogner. Vous comprenez que si la liberté individuelle prend le dessus, nous sommes dans une société de désordre. Voilà pourquoi il y a des règles dans la société. Et les règles, tout le monde doit les respecter. Et là, on parle de liberté collective. Donc, certains se donnent le droit de parler de leur liberté individuelle à eux, mais ne tenant pas compte des autres. Je pense que ça fait partie aussi de l'incompétence, parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre, ils s'arrogent les droits que peut-être les États les ont donnés pour sévir, pour faire tout pour eux, en négligeant les libertés des autres. Non, la liberté est collective. Avant de poser un acte, on pense à la liberté d'autrui. Et nous ne devons pas transcender la liberté des autres. Donc ça fait qu'on doit avoir de la réserve. Et une fois qu'on a de la réserve, la liberté individuelle n'existe pas. La liberté est collective. Et nous devons avoir cette culture de liberté collective. Cherchons donc la connaissance, lisons, interrogeons l'histoire. Ne lisez pas l'histoire qu'eux, ils ont écrite en leur faveur. Cherchez la connaissance à travers plusieurs sources et vous comprendrez dans l'histoire qui s'est battu pour l'Afrique, comment nous devons nous battre pour continuer cette lutte de nos dévanciers. Et je ne terminerai pas mes propos sans faire un coup de gueule encore au volet de la communication. Parce que, comme je le dis, c'est l'arme fatale de l'impérialisme. Et vous, jeunes, vous devez tout faire pour savoir distinguer le vrai du faux. Nous continuerons à démonter les mensonges des médias impérialistes qui essaient de toujours créer des soucis en Afrique. Parce que ces médias, par leur bouche, ils peuvent vous rendre un roi demain. Par leur bouche, ils peuvent vous faire quitter de votre position de roi et vous rendre un piètre esclave demain. Faites attention. Je suivais une émission, malheureusement, il n'y a pas longtemps, burkinabé, où un jeune journaliste a sorti une phrase qui m'a laissé un peu perplexe. Il parlait de la Corée du Nord. Et le journaliste a dit, mais il meurt de faim en Corée du Nord.
A-t-il pris le soin d'aller en Corée du Nord enquêter pour voir vraiment s'il meurt de faim? L'idée que les médias impérialistes ont vendu de la Corée du Nord est plus développée que beaucoup de pays européens. Et parce que ces médias nous disent la Corée du Nord c'est la dictature, les gens meurent de faim, ils sont pauvres, ils n'ont rien, on prend ça ainsi. Mais la Corée du Nord est une puissance nucléaire, comment est-ce qu'ils ont fait? Faisons attention à la communication. Il ne faut pas suivre de manière aveugle ces médias menteurs qui ne cherchent qu'à diviser l'Afrique. C'est logique, ils se battent pour les intérêts de leur peuple. Et l'intérêt de leur peuple, c'est que l'Afrique soit divisée. Alors, jeunesse du Burkina, jeunesse d'Afrique, il faut qu'on s'unisse. Il faut bannir la lâcheté, il faut bannir l'incompétence, il faut bannir la traîtrise et tous les vices dans nos sociétés. Nous avons des occasions de nous parler. On rend grâce à Dieu de ces occasions que nous avons chaque fois de nous parler, de nous conscientiser. Et je vous invite à repartir encore lire, à se mettre au travail pour que l'Afrique que nous voulons, autosuffisante alimentairement, soit une réalité. Pour que l'Afrique que nous voulons pour un développement harmonieux soit une réalité. Parce que je reviens sur votre thème. Il n'y a pas de paix et de sécurité sans développement. Les deux vont de pair. S'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de sécurité. Parce que s'il n'y a pas de développement, la jeunesse va forcément se retrouver dans les vices. Et il n'y aura pas de sécurité. S'il n'y a pas de sécurité aussi, il n'y a pas de développement. Donc les deux doivent aller de pair. Intégrons cela dans nos combats pour que nous puissions nous battre et nous développons. Allons-y vers la production. Produisons suffisamment. Transformons sur place nos matières premières pour que ce soit bénéfique pour nos populations et envie d'exporter cela. Je vous souhaite de très bonnes journées de réflexion sur le thème choisi, également sur le rôle essentiel de la jeunesse dans ce combat. Bonne chance à tous, que Dieu fasse en sorte que tous ceux qui ont fait le déplacement retournent en bonne santé chez eux et que nous puissions nous retrouver quand nous le souhaitons par la grâce de Dieu. La patrie ou la mort,